Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, Bitcoin vient tout juste de repasser les 69 000 $. Il avait eu un très bon comportement ce week-end et bien entendu de son côté, le pétrole est lui aussi en forte hausse. Mais derrière les missiles, derrière les sanctions, derrière le conflit, il y a quelque chose d'autre qui se joue, quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus stratégique et qui pourrait redéfinir le rapport de force économique mondial. Le conflit entre désormais dans une escalade internationale. Au total, ce sont 14 pays qui sont concernés. Aujourd'hui, Israël a attaqué le Liban. Le Qatar a abattu 2 avions iraniens et la France pourrait bien rentrer en guerre. Plusieurs bases américaines ont été détruites et surtout, on a vu un élargissement des attaques aux infrastructures pétrolières et gazières de la région. Ça, plus ou moins, on s'y attendait, on savait que ça allait évoluer dans ce sens. Le Qatar a suspendu sa production de gaz naturel après l'attaque de drones iraniens. Conséquence de tout ça, une explosion du prix du gaz en Europe, plus 50% en quelques heures. Alors on a également eu plusieurs attaques sur des navires de transport de pétrole dans le détroit d'Ormuz. Et plus aucun navire ne veut désormais passer par le détroit. Certes, ils craignent une attaque directement, mais il faut aussi savoir que plus aucun assureur ne veut garantir les navires ou leur cargaison dans cette région du monde. Donc, tout semble bloqué. Les marchés pétroliers se préparent donc à un possible choc d'approvisionnement. La question principale restera maintenant celle de la durée. L'ampleur de toute flambée des prix du pétrole et du gaz naturel dépendra donc de cette fameuse durée et de l'étendue des perturbations de la production au Moyen-Orient. Cela pourrait présenter un scénario 3 fois plus grave que l'embargo pétrolier arabe et la révolution iranienne des années 70 et faire totalement exploser les prix du pétrole. Alors indirectement, ça pourrait aussi faire les affaires des États-Unis. N'oublions pas que les Américains sont les premiers producteurs de pétrole au monde avec 19,51 millions de barils par jour. N'oublions pas non plus que le pétrole se négocie en principe en dollars, en pétrodollars. Donc un conflit qui limite l'accès au pétrole, c'est franchement pas une mauvaise chose pour le dollar et pour les États-Unis. J'ai presque envie de dire, loin de là. Alors forcément, cette situation pèse tout de même sur les marchés et tout le monde s'attendait à une ouverture globale plus ou moins agitée. Cette nuit, le Nikkei a ouvert en baisse, les indices européens étaient aussi dans le dur et cet après-midi, les indices américains subissaient également les conséquences du conflit. Les investisseurs passaient en mode risk-off sur le Dow Jones, le Nasdaq et compagnie. Seul Bitcoin semblait tenir. Mieux, Bitcoin est en hausse. Alors si tu trouves ça étrange, il y a une explication parfaitement logique à tout ça. Il y a tout juste un an, Trump lançait sa campagne de création d'une réserve stratégique de crypto-monnaies. Il y mentionnait d'abord XRP, Ripple, ADA, Cardano et Solana. À la grande surprise de la cryptosphère, il n'y avait pas Bitcoin. Et ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il annonce que la réserve stratégique américaine de Bitcoin comportera, on va le dire, 2 points importants. Aucun Bitcoin ne sera acheté ni vendu. Ils seront uniquement saisis. Alors pour te rafraîchir la mémoire et peut-être t'apporter de nouvelles informations, il y a quelques semaines, alors que les États-Unis ont pris le contrôle du Venezuela, pris en quelque sorte, ils ont surtout pris Maduro en tout cas, et peut-être la réserve de Bitcoin que gardait précieusement le régime. Donc pour le moment, rien ne confirme que ces Bitcoins sont revenus dans la réserve stratégique des États-Unis. On va dire pour le moment. Il faut savoir que depuis 2019, le régime vivait sous sanctions internationales et pour écouler son pétrole, ils auraient entre autres utilisé le Bitcoin comme monnaie d'échange. On parle ici de 600 000 Bitcoins dans les wallets de Maduro et de ses collaborateurs. Alors tout ceci n'est pas une information parfaitement vérifiée, mais je pense qu'on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et pour échapper aux sanctions internationales et contourner le dollar américain, l'Iran a également construit une économie parallèle de plusieurs milliards de dollars en utilisant cette fois-ci le minage du Bitcoin et les stablecoins parrainés par l'État pour contourner le dollar américain. Depuis 2019 et grâce au faible coût de l'énergie liée aux exploitations de pétrole et de gaz, l'Iran a pu miner une quantité astronomique de Bitcoin. On parle d'une puissance de calcul représentant entre 2 et 5% de la puissance minière mondiale. L'écosystème crypto de l'Iran aurait atteint 7,7 milliards de dollars en 2025, augmentant plus rapidement que l'année précédente. À titre de comparaison, ce chiffre est aussi important que le PIB de certains petits pays comme les Maldives ou le Liechtenstein. Alors on estime que les adresses liées au corps des gardiens de la révolution islamique représentaient plus de 50% du total des entrées de crypto-monnaies iraniennes au 4e trimestre 2025, avec plus de 3 milliards de dollars de valeur reçue l'année dernière. Et tout cela laisse à penser que cet argent est venu alimenter le fameux programme nucléaire.
ou du moins l'acquisition d'armes auprès de la Chine. La banque centrale iranienne avait accumulé plus de 507 millions de dollars en USDT en 2025. Mais attention, contrairement à Bitcoin, les stablecoins comme l'USDT ne sont pas neutres technologiquement. Ils restent centralisés et peuvent être gelés à tout moment par l'émetteur. Et ceci sous la pression des autorités américaines. On l'a déjà vu par le passé d'ailleurs, certaines adresses ont été blacklistées. Ça signifie qu'en cas d'escalade, les États-Unis disposent aussi d'une arme financière contre l'Iran, neutraliser des centaines de millions de dollars en quelques clics, en faisant pression sur Tether, la société qui émet le stablecoin USDT. Bitcoin, lui, de son côté, reste totalement indépendant et donc ne peut être gelé. Cependant, ce butin en Bitcoin aiguise aussi certainement l'appétit des Américains, histoire d'alimenter encore davantage leurs réserves stratégiques. Mais s'en tenir à cet aspect-là, ce serait ne voir que la partie émergée de l'iceberg. Avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres, je m'appelle Sylvain. Sur Objectif Lune, on parle de macroéconomie, de géopolitique et de crypto-monnaie. Alors si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la petite cloche pour être au fait de nos prochaines vidéos. Pense à liker, c'est hyper important. Hier, vous avez été nombreux à pousser la vidéo. Merci à tous. Un simple clic sur le pouce bleu. YouTube adore ça. L'algorithme de YouTube adore ça. Et je t'en remercie. Alors, si l'on estime le coût de revient de chaque bitcoin iranien à environ 1300 $ pendant toute l'année 2025, aujourd'hui, les choses semblent quelque peu différentes. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il n'est pas si facile que ça d'écouler de telles sommes, de tels montants en passant constamment sous les radars. Binance est suspecté d'avoir facilité les transactions entre des clients chinois et des groupes iraniens pour des montants de l'ordre de 1,7 milliard de dollars en 2024 et en 2025. Et oui, tout est traçable sur la blockchain. À un moment, on finit par tout savoir pour celui qui cherche bien. En juin dernier, lors de la guerre de 12 jours, les infrastructures électriques de l'Iran ont été largement touchées, ce qui a entraîné une baisse de la production de Bitcoin. Et depuis ce week-end, il ne fait aucun doute que la production de Bitcoin iranienne est en forte baisse. Et c'est donc autant de Bitcoin qui ne se retrouvent pas sur le marché à la vente. Alors de son côté, le réseau Bitcoin va se rééquilibrer. Il trouvera d'autres mineurs qu'il récompensera en fonction. Bien entendu, il s'en fiche quelque part que ce soit l'Iran, les États-Unis, le Japon ou n'importe quel autre pays sur la planète. Ce qui importe, c'est qu'on a probablement une baisse de la pression vendeuse sur Bitcoin parce qu'il y a moins de bitcoins qui sont produits et donc vendus par l'Iran, ce qui peut expliquer que son prix est relativement bien tenu ces derniers jours. Attention cependant, on ne parle pas non plus d'un remède miracle face à la baisse que l'on a connue ces derniers temps. J'en reviens au conflit et pour appuyer l'idée que Bitcoin et les crypto-monnaies deviennent aussi une pièce centrale du conflit, le 18 juin 2025, Nobitex, le plus grand exchange de crypto-monnaies en Iran, a été ciblé dans une attaque qui a entraîné le vol de près de 90 millions de dollars sur plusieurs blockchains, y compris Tron, Ethereum et Bitcoin. Le groupe de pirates Goncang Darand, également connu sous le nom de Predatory Sparrow, a ouvertement affirmé ses liens avec Israël et a revendiqué l'attaque. Je te laisse tirer toi-même tes propres conclusions. Alors est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que la crypto prend une part importante en cas de conflit? En termes de butin, certainement, comme dans le cas du Venezuela par exemple. Mais la crypto-monnaie prend aussi une place importante dans les échanges commerciaux. On savait que les BRICS utilisaient des solutions alternatives en crypto-monnaie pour échapper à la suprématie du dollar. Mais on sait aussi aujourd'hui que l'utilisation de ce nouveau moyen de paiement rentre en compte dans la préparation, dans l'achat d'armes et d'autres solutions diverses dont l'acquisition doit rester plus ou moins discrète. On parle d'un réel rôle économique de la crypto-monnaie permettant ainsi de déjouer les sanctions internationales. Alors attention, tout ceci est une analyse certes factuelle mais relativement limitée. Il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le prix du Bitcoin. Et bien que Bitcoin ait favorablement réagi au dernier conflit, comme on en a parlé hier, en 2022, le début de la guerre en Ukraine provoquait une hausse de plus de 40%, et l'année dernière, maintenant tu comprends peut-être pourquoi, l'année dernière, lors de la guerre des 2 jours, Bitcoin prenait 25% en à peine quelques jours. Comme je te le disais, la hausse des prix de l'énergie à l'international provoquera à court terme une hausse certaine de l'inflation. Et quand on regarde les estimations des investisseurs concernant une future baisse des taux d'intérêt, on n'est à même pas 3% de chance de voir une baisse le 18 mars, 14% en avril et 41% en juin. Alors d'ici là, Powell aura laissé sa place et le conflit aura certainement grandement évolué. Autant te dire que Bitcoin ne devrait pas encore repartir à la hausse de manière durable, parce qu'on le sait, sans injection massive de liquidité, les actifs à risque sont souvent à la peine. Pour conclure cette vidéo, bien entendu, cette semaine, on continuera de surveiller de près la situation au Moyen-Orient. Mercredi, on a des datas à propos du chômage, jeudi aussi, et puis vendredi, on a des données justement à propos de l'inflation. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ce contenu. On va rester lucide, rien n'est écrit, tout peut évoluer très vite, mais une chose est sûre, ignorer ces dynamiques aujourd'hui,
serait certainement une grosse erreur. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!